Bonjour Marie, bonjour Enguerrand. Enchanté. Comment allez-vous? Un peu stressé, mais ça va. C'est-à-dire un peu stressé? On joue un petit peu l'avenir de la boîte sur ce pitch, donc un petit peu de stress, mais positif. C'est vrai que c'est important pour nous. On est sur un sujet qui est en plus un peu touchy. On ne sait pas comment vont réagir les personnes à qui on va en parler, donc c'est un peu ça on va voir comment ça se passe. Le prochain projet est un sujet délicat, même pour nos investisseurs de renom. Vont-ils deviner de quoi il s'agit avant l'arrivée des entrepreneurs? Ouh, du linge de maison. C'est joli la toile de Jouy, ouais. La toile de... Toile de Jouy. Qui jouit la toile là-bas? Ouais, J-O-U-Y, de la toile de Jouy. Faut dire, attention, tendre des perches pareilles à Marc aussi. C'est ça, c'est qu'en plus, moi, c'est plus fort que moi. C'est la boule de cristal, il se passe un truc avec la boule, c'est sûr. C'est plus un pénis de cristal. Hein. Oh, mais c'est pas possible. Ah oui, vraiment. Si toi aussi tu t'y mets, Marc plus Eric. Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de pénis de cristal et de choses totalement bizarres. J'ai voulu te faire l'intro, j'ai pas vu l'émission. Je suppute que ça va être coquin, mais je ne le sais pas. Alors, avant même d'attaquer, il faut que tu saches qu'il y a des business, dont les business qui tournent autour effectivement de la coquinerie, qui sont très particuliers. Et effectivement, si on tombe dans ce domaine, on pourrait avoir une émission exceptionnelle. Donc, sans plus de transition, on va découvrir de quoi il est question, de quoi il s'agit et sur quelle pente glissante nous allons nous engager. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses que tu ignores peut-être, dont le fait que dans la coquinerie, la TVA n'est pas au même montant que dans les autres business, que les financements et les paiements en ligne sont plus compliqués à obtenir. Enfin bref, il y a plein de particularités que j'espère nous allons découvrir ensemble dans cette émission. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu m'écoutes, parce que les podcasts sont durs à référencer et que tes étoiles et ton commentaire, c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est aussi la meilleure façon de me faire connaître. Enfin, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a ma formation. Enfin, il y en a deux, mais bon, c'est la même, c'est le début et la fin, 1 million et 10 millions. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres et il y a mes livres, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Je te rassure, aucun de mes livres n'est un encart publicitaire pour mes formations. Mes livres sont des produits, ma formation est un produit. Bref, tu es libre de les commander ou pas. Mais dans tous les cas, de la même façon, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu le commandes, Amazon, mon site, enfin bref, fais comme tu veux, mais fais-le. Sans plus de transition, Patrick, j'ai très envie de savoir de quoi il est question. Magnéto. Avant de rencontrer les investisseurs, je me sens un peu stressée, mais je suis vraiment super contente de pouvoir être là aujourd'hui pour aborder ces sujets-là avec les investisseurs. Donc j'ai hâte. Oui, ils ont l'air réveillés, hein. Ouais, c'est ça. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans. Je suis ingénieure de formation et je suis la fondatrice de Puissante. De qui? De quoi? Pardon, on n'a pas... Puissante. Puissante. Exactement. Oula. C'est pour nous, ça, Eric. Donc Puissante, c'est une entreprise de vibromasseurs. Aujourd'hui, on est venu vous voir. Ah bah non, voilà. c'est justement parce que vous n'êtes pas là. C'est ça le problème. C'est bon. Continuez, pardon. Aujourd'hui, on vient vous voir parce qu'on a besoin d'aller plus loin dans l'aventure et du coup, on aurait besoin de 100 000 € contre 15% des parts. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de fonder Puissante ? Tout simplement parce qu'à titre personnel, j'ai utilisé des vibromasseurs étant plus jeune, après avoir regardé Sex and the City, et je me suis dit que c'était absolument merveilleux. Et en fait, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a regardé très bizarrement. Et le problème, c'est que c'est très mal amené dans le sens où c'est extrêmement sexualisé, ce qui rend la chose très taboue. Alors que finalement, la masturbation, c'est simplement prendre du temps pour soi, un moment avec soi, pour apprendre à se connaître, à se découvrir, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pouvoir le dire également à l'autre. Et en fait, c'est simplement être bien dans son corps et dans sa tête. Donc c'est la mission de Puissante, c'est de détabouiser la masturbation et la sexualité féminine. Puissante, c'est une marque engagée. On reverse 1 € par commande à une association qui lutte contre l'excision, qui s'appelle les Orchidées Rouges.
Et aujourd'hui, du coup, on vient vous présenter le premier vibro de la marque, donc qui s'appelle Coco by Puissante et qui a la particularité en fait d'aspirer la partie externe du clitoris et qui peut ou non se plier pour pénétrer et vibrer. Ok. Marc, sois pas gêné comme ça. Enfin, Ah, je suis pas gêné, moi je vois très bien qu'est-ce que c'est que c'est. Quoi ça Quel est sert. le nom? Comment ça s'appelle? Coco. Coco. Coco par puissante, ouais. Ah, Coco par puissante. C'est ça. Puissante, ouais. Moi, c'est Enguerrand. J'ai suivi l'aventure de Puissante depuis les prémices et j'ai tout de suite été bluffé par Marie, par son ambition et par son audace de vouloir changer ce domaine. Et après des centaines d'heures d'échanges sur la marque, on a décidé de s'associer parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait être vraiment très complémentaires. En janvier 2021, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui a été un réel succès parce qu'on fait partie des 40 projets les plus financés depuis la création d'Ulule. Et suite à cette campagne, on a fait un sondage auprès de toutes nos acheteuses et nos acheteurs et on s'est rendu compte que pour 45% de ces personnes, c'était leur premier achat de vibromasseur. Donc pour nous, ça a vraiment validé le constat qu'il y a un réel décalage entre l'offre et la demande. Depuis, donc Puissante, c'est plus de 3000 clientes, c'est 220 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois et demi, et c'est des partenariats signés avec des grandes marques de beauté, bien-être. Et encore une fois, le fait que des grandes marques s'intéressent à ce domaine, ça montre que la santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être global. Donc aujourd'hui, on cherche une personne qui souhaite investir, mais également nous conseiller, nous orienter pour nous aller drôle, là, je comprends. Rien. et aller plus loin. Donc si ça vous intéresse de faire bouger les mentalités sur ces sujets, on serait ravis que vous rejoigniez l'aventure. Je vais vous distribuer un Coco by Puissante à chacun, comme ça vous pourrez le voir. Merci. Il y a plusieurs couleurs. C'est tous les mêmes. Oui, il y a rose ou bleu. Voilà. Merci. Ah, ça vibre. Bah oui, ça vibre. Bah, c'est le principe d'un vibromasseur. Hein. Voilà, en fait, il y a le premier bouton qui sert à mettre l'aspiration en marche. Donc, vous pouvez L'aspiration, mettre sur la ah oui. paume de votre main, comme ça vous allez vraiment sentir... Oui, voilà. Il ne marche pas, le C'est mien. fort. Non, le mien non plus. Tiens, prends un qui marche. rester appuyé. Rester appuyé longtemps Ah, Vous dessus. ça y est, restez marche. appuyé Et longtemps, après, ouais. vous avez différents modes Ah oui, d'accord. qui va jouer sur la puissance. ils sont en roue libre à côté, là, les deux au milieu. Ça se met dans le clitoris, c'est ça? Alors ça se met sur la partie externe du clitoris. En tout cas, ça Externe. fonctionne. Hein. Et Ça après... stimule le clitoris. Exactement. Vous voyez là? Ouais, Ça y est, on l'a Delphine, reperdu. elle est en détresse. ils sont morts de rire. Et en fait, la partie qui se plie vibre également. À la partie du dessus aussi, là? Voilà, ça peut vibrer. Bon, je t'avoue que je savais pas qu'en couper en fait. C'était un peu difficile pour moi. J'ai laissé. Moi aussi, j'étais en roue libre. Alors déjà, bon, la première chose qu'il y a à dire, mais qui est évidente, c'est que la manière dont est en train de se passer ce pitch montre quelque part l'état d'esprit général autour de ce sujet. Alors, il y a quelque chose qui me vient, qui est peut-être inattendu, mais que je suis obligé de dire à ce stade, et qui me fait forcément sourire, c'est que, en fait, aux États-Unis, ce moment aurait été extrêmement gênant. Moi, je trouve que globalement, le pitch est assurément, enfin, de manière générale, assez bien passé. Et en fait, il s'est assez bien passé parce que on est en France et qu'en France, on arrive à parler assez librement de la sexualité alors qu'on n'arrive absolument pas à parler d'argent. Et c'est très drôle parce qu'aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Bien que, et je le répète souvent dans les émissions, n'allez pas vous imaginer que l'argent n'est tabou qu'en France. Il y a de la gêne autour de l'argent partout dans le monde. Mais ce que j'essaye de te dire maladroitement et qui me laisse aussi un sourire au coin du visage, je vais arriver à le dire, et que je n'arrive pas à m'ôter, c'est ce côté finalement, on est capable de parler de vibromasseur, de clitoris et de sexe, on n'arrive pas à parler d'argent en France, et on n'est pas capable de parler de sexe et de clitoris aux États-Unis, mais on arrive à parler d'argent. Je ne dis pas qu'il y a une des deux sociétés qui est mieux que l'autre, je ne dis pas qu'il vaudrait mieux qu'on parle plutôt d'argent que de sexe, je n'ai pas d'avis sur le sujet, simplement je dis que c'est assez ironique de voir que ça n'est pas aussi simple que ce que ça paraît. Au demeurant, maintenant venons sur le sujet. Premièrement,
je voudrais te toucher un mot des propos que je t'ai tenus tout à l'heure pour que justement tu puisses être à peu près au fait de ce qui se passe dans le monde des sex shops et de la vente de produits sexuels actuellement en France. Il y a donc une taxe sur les bénéfices, en plus de toutes les taxes que nous payons en France, qui est de l'ordre de 30%. Il faut savoir qu'il y a des taxes supplémentaires et des différenciations de TVA en fonction des activités que tu as dans le monde de la sexualité. Et qu'aujourd'hui, il existe des parades, dont une qui est assez connue et qui est quand même, je dirais, discutable. Parce que je pense que, voilà, ce n'est pas la meilleure méthodologie pour procéder. Mais bon. C'est lié à toutes ces taxes qui en plus et qui s'ajoutent sur cette activité qui pèsent sur le commerçant. Entre autres, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, tu as 2% sur le CA réalisé sur la location de DVD qui sont prélevés par les impôts et qui est payé en même temps que la TVA. C'est-à-dire que quand tu payes la TVA, tu dois rajouter 2% parce que c'est des DVD pornographiques. Tu as des taxes aussi pour tout ce qui est producteurs de films porno qui sont supplémentaires, supplétives. Et en gros, tous les produits classés X sont surtaxés depuis, alors je peux me tromper dans la date, mais 1976. Donc voilà, ça c'est une réalité qui est ce qu'elle est. C'est la réalité française. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Il y a un modèle économique qui est discutable aussi, qui circule, qui consiste à se déclarer comme vendeur de lingerie et à mettre un coin dans son magasin pornographie et à vendre des accessoires porno. Attention, en cas de contrôle fiscal, à mon avis, tu te fais redresser. Mais c'est pour te dire que voilà, il y a des petits malins qui échangent entre eux des astuces pour essayer d'éviter toutes ces taxes parce que ça les embête et c'est compréhensible. Donc pourquoi il y a une surtaxe sur tout ce qui est coquin ? Bien, tu l'as compris et tu le sais déjà en fait avant même que l'émission commence, tu le sais. Parce que tous ces produits-là rapportent 220 000 € en 3 mois d'existence. La campagne Ulule la plus financée ever, ça te montre qu'il y a un réel engouement non maîtrisé, non maîtrisable autour de ces activités-là. Et que comme tout le monde le sait, mais que personne ne veut s'en occuper, et c'est aussi ce qu'on peut reprocher aux hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de te mettre une taxe et de te dire « Ouh là là, attention, hein, il ne faut pas que vous gagnez trop d'argent dans l'industrie pornographique parce que bon, vous comprenez, vous avez déjà beaucoup d'engouement, donc on va vous prendre vos bénéfices, parce qu'il y a une taxe sur les bénéfices, une sur TVA, enfin bref, tu m'as compris. Mais en même temps, ces mêmes personnes ne font strictement rien pour enrayer la propagation pornographique que nous vivons actuellement. Alors, il y a depuis très longtemps, tu ne le sais pas, mais j'ai envie de faire un podcast ou une émission sur Pornhub, parce qu'il y a un vrai sujet autour de Pornhub que je devrais développer. Je vais essayer de le faire. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de le faire. Je n'ai pas encore trouvé la bonne manière de procéder, mais j'espère y arriver. J'ai le texte, en fait. Il faudrait que je vais peut-être me prendre une voix off pour me lire le texte et pour analyser ce que j'ai traduit. Parce que Pornhub, c'est vraiment une catastrophe, en fait. Je veux dire, sur Pornhub, tu vas trouver des viols d'enfants, etc. Et personne ne s'attaque au problème, en fait. C'est un sujet tabou auquel personne ne s'attaque. Et là, pour moi, il y a un vrai scandale de société. C'est-à-dire que d'un côté, on a des hommes politiques qui taxent allègrement le milieu de la pornographie. Et de l'autre côté, ils ne font strictement rien pour arrêter tout ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est-à-dire que sur Pornhub, aujourd'hui, tu peux trouver des vidéos de viols d'enfants pour lesquels ils n'arrivent absolument pas à les arrêter parce qu'ils sont réupload par des gens qui les remettent inlassablement, ils n'arrivent pas à les enlever. C'est énormissime. Donc je ferai une émission sur le sujet, je te le garantis. Pour l'instant, on finit les qui veut être mon associé. Mais c'est pour dire que autour de ces activités, il y a un réel enjeu. Et on ne parle pas de petits enjeux, on parle de très gros enjeux économiques à tous les niveaux. Il y a carrément, on élude complètement les problèmes parce qu'on n'a pas envie de s'en mêler, parce que c'est trop compliqué. Et en même temps, on prend l'argent qu'il y a parce que tu comprends, il y en a beaucoup et que donc il faut venir piocher là où le fric se trouve. Donc, bien évidemment, tu sais ce que je vais te dire maintenant. Nos deux compères qui ont créé cette boîte sont lancés dans un domaine très lucratif et ça te montre que tous les domaines sont possiblement attaquables. Aujourd'hui, qui aurait cru
que le domaine du porno, le domaine de la sexualité vibromassante était révolutionnable. Je ne l'aurais pas cru. Ici, on a un objet. Alors certes, elle est ingénieure, certes, elle a la capacité à construire ce produit, mais tout le monde n'est pas capable, enfin, tout le monde n'est pas déjà capable de se dire « je vais faire un vibromasseur », alors que c'est juste de l'audace de se dire « je vais sur ce marché ». Qu'est-ce qu'elle s'en fiche en fait au final? Elle est en train de proposer quelque chose de nouveau. Avec son espèce de trou qui aspire le clitoris, je suis certain qu'elle est sur quelque chose d'unique et qui n'avait jamais été fait auparavant. Moi, je suis convaincu que ça ne peut que fonctionner. 1, ça veut dire que tout est faisable et tout est réalisable. 2, ça veut dire que tu peux oser te positionner sur n'importe quel marché dès l'instant que tu as des améliorations à apporter, des innovations, même des idées, même simplement des systèmes de fonctionnement différents de ceux qui existent. Et enfin, je veux quand même le préciser, que tu as la capacité aussi à monter une boîte qui gagne de l'argent. Je pense qu'on va avoir les marges, etc. Mais au vu de l'engouement, je ne suis pas surpris. Donc, voilà, je t'ai donné pas mal d'informations pour une intro. On va maintenant rentrer dans leur entreprise. 220 000 euros en 3 mois au demeurant. Ça veut dire qu'ils partent, on va arrondir à 200 000 euros, d'accord, que l'on multiplie par 4, 3 x 4, 12. On est sur 800 000 euros. La valo de l'entreprise est un petit peu supérieure, sûrement justifiée par le fait qu'ils escomptent que si l'un des associés rentre avec eux, ils vont réussir à passer à la vitesse supérieure et que du coup, le chiffre va considérablement augmenter. La base de quasiment 1 million d'euros la première année, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc effectivement, ils ont raison d'essayer de un petit peu surévaluer leur boîte. Maintenant, est-ce que les personnes qu'il y a en face d'eux, à savoir les différents potentiels associés, sont au courant de la surtaxation qui touche ce genre d'activité? Est-ce qu'ils ont l'audace de se lancer dans ce genre de métier? Parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui est important que je dois te souligner, c'est que depuis le début que je fais ces émissions, je vais prendre le cas de Marc Simoncini, on parle souvent du fait que lorsque ce genre d'associés rentrent dans les entreprises, leur réputation à elle seule suffit pour parfois créer une hype autour de l'activité, créer quelque chose, augmenter le chiffre d'affaires, etc. Là, il y a un nouveau problème qui va s'imposer à eux dans cette émission et qui est très original, je trouve, c'est l'acceptation d'associer leur nom à ce type d'activité. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un problème dans cette émission finalement de, par exemple, Marc Simoncini qui dit « Écoute, le projet est top, il y a de l'argent, il y a tout ce qu'il faut, mais moi, je refuse d'associer mon nom. Je refuse de ternir quelque part un petit peu ma réputation sur ce style de projet. » Et bon, voilà. Et enfin, il y a un dernier point qui n'est pas négligeable non plus. Le porno, le X, ce domaine d'activité reste un domaine particulier à tous les niveaux. Et donc, il faut avoir quand même une certaine, je dirais, expérience du milieu pour arriver à tirer son épingle du jeu. On va découvrir tout ça ensemble, mais je suis très curieux de la suite. Pour bien connaître le secteur, parce que je trouve que c'est hyper intéressant à la fois en termes d'investissement ou à la fois en termes personnels, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez et il faut vraiment les mettre sur la table pour le grand public. Oui. Le leader incontesté dans ce type de marché, si je dis pas de bêtises, c'est le womanizer. Oui. Sans avoir eu besoin d'allumer mon téléphone, hein, comme vous l'avez tous remarqué. Vous y connaissez bien. T'es vachement au courant, Quelle différence Anthony. avec le womanizer qui a exactement la même aspiration, qui a le même principe En fait, alors déjà, l'aspiration n'est pas exactement la même dans le sens où il y a différentes intensités tout simplement. Et après, c'est justement la particularité de celui-ci, c'est qu'on peut le plier pour pénétrer. En fait, il y a le choix, soit on le plie, soit on le plie pas. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir de la pénétration, d'autres au contraire qui veulent absolument pas ça. Et donc là, ça a vraiment l'alternative. Et pour aller plus loin que le produit, même s'il est super et je vous fais confiance sur les évolutions, comment vous voulez le raconter? Parce que le risque, c'est un peu ce qui se passe en ce moment même, c'est qu'on rigole, qu'on se marre parce que tout le monde est un peu gêné, c'est normal. Comment vous pouvez vendre l'histoire et aller plus loin que juste, bon, ben, c'est un sextoy pour vous faire du bien? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet presque plus philosophique en disant, ben, c'est la liberté pour la femme et c'est la possibilité pour elle de prendre, même plus que du bon temps, c'est presque philosophique, qu'elle reprenne sa liberté en main? C'est exactement ça en fait, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle puissante, parce que on est intimement persuadé que justement le fait de prendre du temps pour soi, de se connaître, de se découvrir, ça permet vraiment de prendre confiance en soi et de se sentir puissante en fait. Donc effectivement, il y a une sorte d'émancipation, de libération par rapport à ça. Les personnes ont envie de comprendre, ont envie d'apprendre leur plaisir, parce que finalement c'est vraiment ce truc de les hommes se masturbent, tout le monde le sait et tout le monde s'en fout. Excusez-moi, mais je vois pas où est l'innovation. Qu'est-ce que vous avez inventé dans le sextoy pour pouvoir le lancer en 2020, alors que ça existe de manière assez décomplexée depuis 20 ans maintenant?
Effectivement, les sextoys, ça existe depuis des années, ça s'utilise, mais ça reste très tabou. Nous, on veut vraiment apporter ça d'une matière. Donc c'est pas le produit, c'est le discours. Alors, il y a beaucoup sur le discours, et après, ce produit-là qui permet de se plier et d'offrir l'alternative, ça n'existe pas non plus. Donc c'est aussi là-dessus. Ah, donc il y a une innovation sur le produit. C'est ça. ça ma question. Alors, vous êtes sûr que ça n'existe pas, ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Enfin, c'est non pas que je sois. Mais franchement, il est très doux au toucher et il est joli. J'ai jamais vu ça comme ça qui se plie et tout. Franchement, il y a une jamais. forme qui est similaire, c'est une boîte américaine qui le fait, où on est sur 300 € le produit. Nous, on va le vendre 119 € TTC. Ah ouais. Mais comment vous allez vous y prendre pour véhiculer ça? Parce que maintenant, vous voyez, la campagne Ulule, on est quand même 40e sur 35 000. Combien vous avez levé sur Ulule? 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est ça le chiffre voilà, d'affaires. 200 000 €, c'est Ulule. On a fait 190 000 € exactement sur Ulule, et depuis un mois où on a lancé notre e-commerce, on a fait 30 000 €. Qui sont des précommandes. Qui sont encore des précommandes. Oui. Est-ce que le produit, il est fabriqué où? Par qui? C'est une marque blanche? C'est quoi? Ah non, c'est nous qui avons développé le moule, etc. C'est fait en Chine. On a voulu, à la base, j'anticipe la question, on a voulu le faire en France. On s'est cassé les dents, on a Bien cherché sûr. un fournisseur pendant plus de 6 mois. C'est pas possible. Et tous nous ont dit qu'ils n'avaient pas le savoir-faire et que ça les intéressait pas. Après, nous, on est intimement persuadés que si on fait du volume, si on en commande 100 000, ils trouveront le savoir-faire. Et clairement, c'est notre objectif dans les prochaines années de revenir en France. Anthony m'impressionne. Franchement, Womanizer, fallait vraiment le sortir. Alors, au cas où tu veuilles voir ce que c'est, ça ressemble à une boutique de vente de rasoirs électriques. Sauf que ce n'est pas des rasoirs, tu l'auras compris. C'est vrai qu'il n'y a aucun, sur le site Womanizer, tu pourras y aller, il n'y a aucun produit qui ressemble au produit que propose Puissante. Womanizer, juste pour que tu aies l'orthographe, ça s'écrit W-O-M-A-N-I-Z-E-R. Et juste pour info, je suis allé, comment je dirais, sur le site de Puissante. Je te parle généralement des sites à la fin de l'émission, mais là je t'en parle direct. Et effectivement, donc Coco et le lubrifiant sont à 125 € le pack, 119 et 12 €. Donc 12 € pour le lubrifiant et 119 pour Coco. J'ai fait des recherches aux États-Unis et j'ai trouvé, alors pas du tout ce qui a été dit dans l'émission. J'ai trouvé en fait un espèce de concurrent qui s'appelle Kama. Alors comme Karma, comme le Karma Sutra, tu vois, K-A-M-A, et c'est un produit qui est déjà incurvé, qui me semble être incurvable, et qui est vendu au prix de 62,95 $. Donc ici, la question de l'innovation, bon, ben pour moi, on répond oui. Enfin, ils répondent oui, il y a une innovation. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait une innovation de fou, ben, tout simplement parce qu'on retrouve des produits similaires aux États-Unis. Alors, je n'ai pas trouvé celui à 300 $, mais j'en ai trouvé un à 62 $, mais je ne suis pas sûr qu'il soit amovible. Donc, à prendre avec des pincettes. Il faut voir que là, les questions qui sont posées sont relativement intéressantes. Anthony se concentre sur le discours, là où les autres se concentrent sur la méthode de fabrication. C'est très intéressant de voir que en France, on a un problème de coût qui s'impose directement à nous dès l'instant qu'on veut fabriquer. Et les prix français sont beaucoup trop élevés à cause des taxes, bien évidemment, et des faibles quantités qui créent un effet de prix trop élevé pour permettre la création de valeur. Et que donc, du coup, on se retrouve à devoir produire en Chine. Ce qui devrait amener une certaine forme de réflexion à beaucoup de personnes, notamment ceux qui détestent les riches. Parce que là, il n'est pas question de richesse, il est question purement et simplement de taxes qui s'appliquent sur la création de sociétés. Moi, ce qui me rend fou ici, c'est qu'on a une société qui a levé des fonds et qui a réussi à se lancer, malgré, on va dire, des coûts trop élevés en France, en utilisant le vecteur de la Chine. C'est absolument anormal. Autre détail qui a quand même une énorme importance, ils annoncent 220 000 €, sauf que sur les 220 000 €, on a une partie de Ulule. Donc, en gros, ils ont fait 30 000 € de vente, ce qui fait qu'ils ont fait 190 000 € de levée de fonds, ce qui fait que pour moi, la valorisation de la boîte, elle n'est pas du tout réaliste. On est beaucoup trop élevé par rapport à la réalité. Aujourd'hui, en 2-3 mois, ils ont fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Attention, c'est très bien, mais on est très très loin du million d'euros que j'ai vendu au début de l'émission. Là, on est sur 120 000 € pour la première année. La vérité, c'est que c'est pas dit qu'ils arrivent à avoir le chiffre d'affaires qu'ils escomptent. Pour moi, le projet est trop jeune,
pas assez mature. À ce stade, je te le dis directement, j'investis absolument pas. Pourtant, et c'est intéressant, le domaine du sexe et de la pornographie, c'est un domaine porteur. La preuve, Anthony l'a dit lui-même, il s'est intéressé à ce milieu parce qu'il y a de l'argent à gagner. Mais là, la situation, elle est particulière. On a certains produits qui se veut innovant, qui est singulier, peut-être le seul actuellement, je ne le remets pas en cause, mais j'ai quand même un doute. Mais en même temps, on a une entreprise trop jeune qui n'a pas généré assez d'argent à mon goût et qui demande une valorisation beaucoup trop élevée par rapport à la situation réelle de l'entreprise. Donc, pour ces raisons, même si je ne suis pas dans le jury, je me réserve le droit de ne pas du tout m'engager. Enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a la réputation. Bon, je pense qu'il y a une carte à jouer, mais de là à risquer sa réputation, je ne sais pas. Il faut vraiment être sûr de toi quand tu te lances dans ce genre d'investissement. Mais ça reste que mon avis. On va voir ce qu'ils vont se dire. Dans ce qui vient d'être dit, j'ai rien relevé d'autre qui soit notable et qui justifie qu'on aille plus au fond. Patrick Magnéto. Ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est de commencer en créant une communauté et en racontant, en prenant la parole sur ces sujets qui, encore une fois, nécessitent beaucoup de travail. On est très en retard en France sur les sujets de sexualité. Et c'est assez aberrant de voir que dans les écoles, on n'en parle pas. Et du coup, il y a plein de jeunes qui vont se former en regardant du porno. Il faudrait y passer beaucoup plus de temps et que ce soit moins tabou. Donc moi, la sextech, c'est ce qu'on appelle la sextech. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Et en plus, il est clivant, donc ça me plaît. Mais pour le coup, il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas l'orgasme. En fait, c'est un sujet assez tabou en France. Mais je pense que c'est aussi le rôle des startups de les aider. En fait, j'ai vraiment envie qu'on arrête de voir ça comme quelque chose de bizarre, qu'on ait absolument envie de le cacher, qu'on n'assume pas. Parce que voilà, se masturber, c'est normal. Et je veux dire, tout le monde le fait ou le fait pas. Et en fait, la plus grosse problématique, justement, chez les femmes, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un gros sentiment de honte ou de culpabilisation et de gêne. Et du coup, il y a plein de femmes qui ne le font pas pour ces raisons-là. Et c'est hyper dommage parce que c'est normal, c'est important, c'est bon, non, etc. elles ne le font pas avec des outils. Oui, elles le font pas, sinon même avec leurs mains, en fait. Ah bon? C'est pas un problème. Non. Mais excusez-moi, mais la dichotomie, c'est pas masturbation versus non-masturbation, c'est masturbation avec un gadget versus masturbation dite naturelle. Eh ben, je suis désolée, mais là-dessus, je vous rejoins vraiment pas parce que finalement, c'est là que c'est intéressant. Dans la société, les hommes se masturbent, c'est un fait, tout le monde le sait. Mais ils le disent pas, enfin, ils sont pas plus à l'aise que ça. Hein? T'es à l'aise, toi? Je suis super à l'aise avec la masturbation. Non, mais toi, t'es à l'aise avec tout. Mais je pense que tout le monde est assez d'accord sur le constat de base, mais parce que vous n'avez pas bien structuré le pitch et la manière de le présenter, ça a cassé le lien. Et je me demande même si vous ne devriez pas repenser tout le business model et plutôt que de vendre un produit, plutôt vendre un abonnement où chaque mois vous offririez de nouvelles vidéos, de nouveaux sextoys, de nouvelles manières de les utiliser, mais vraiment dans l'éducation, dans l'accompagnement. Et ça vous ferait du business récurrent tous les mois. Et je pense que c'est là-dessus que vous devez vous orienter. Justement, on est en train d'essayer de trouver le modèle et le format pour le mettre sur le marché. Donc ça, c'est des sujets qu'on est en train de traiter en ce moment. C'est très intéressant de voir que finalement, le problème ici, c'est le pitch. Et non pas le pitch en lui-même, c'est-à-dire c'est pas la façon dont ils ont présenté leurs sextoys et leurs produits. Le problème, c'est l'approche du marché global. C'est-à-dire que, à part amener un produit innovant et dire « Ah ben voilà, les femmes se masturbent pas, ça va pas du tout, il faut changer ça », ils n'amènent rien d'autre à tout ce qui existe déjà. Quand tout à l'heure, Anthony parle de Womanizer et qu'il dit voilà, le géant actuel du sextoys féminin, c'est Womanizer. Finalement, l'ambition qu'il y a avec Puissante, c'est d'arriver avec une gamme équivalente à Womanizer. Encore une fois, vraiment, pour que tu comprennes la référence Womanizer, il faut vraiment que tu prennes le temps d'aller voir le site Womanizer. C'est vraiment comme un site internet comme une boutique en ligne, avec tout un tas de choix de rasoirs électriques. Sauf que ce n'est pas des rasoirs électriques, c'est des vibromasseurs. Et c'est vraiment important de comprendre comment est structuré Womanizer parce que je pense, c'est mon opinion personnelle, qu'ils ont bâti leur entreprise en opposition avec Womanizer en disant on va devenir l'alternative de Womanizer. C'est très important ici de comprendre que quand tu construis une société, il ne faut pas la construire que avec du benchmarking sur des concurrents ou différentes choses qui se font sur le marché. Je parle comme ça aussi parce qu'à un moment donné, elle a validé la concurrence qui était Womanizer, puis elle a elle-même mis en avant un concurrent américain qui avait un produit qui était ressemblant au leur.
Et je trouve très dommage cette façon d'aborder le business qui consiste simplement à dire « j'aime pas ce que fait le numéro 1 du marché et donc je vais me positionner face à lui ». Tu as le droit de ne pas aimer ce que fait le numéro 1 du marché, tu as le droit de vouloir attaquer quelqu'un sur son marché, mais tu as le devoir d'apporter de l'innovation, d'apporter ta propre vision différente de ce qui existe déjà, avec ta façon de procéder, ta propre vision, ton identité et ce que ça implique derrière. Ce que lui dit Anthony est d'autant plus légitime que de construire autour du produit un service supplémentaire qui apporterait, comme il l'a très justement dit, de l'éducation, qui lèverait du tabou sur un sujet qui l'est trop, où ni l'école ni les parents ne font leur travail derrière, eh bien, il y aurait une dimension différente au produit qui inciterait déjà les investisseurs à investir, mais qui donnerait plus de valeur perçue aux prospects qui rentreraient avec, à mon avis, encore plus de plaisir dans ce domaine d'activité. Alors, j'ai conscience que la teneur de mes phrases et tout ce que je suis en train de dire est un peu bizarre dans le contexte d'un vibromasseur, mais tu comprends ce que… Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien perçu et compris l'analyse de Anthony, je la valide. Après, il faut quand même aussi comprendre quelque chose, c'est que, et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un manque d'honnêteté vis-à-vis de la critique qui est portée ici, c'est que c'est peut-être aussi ce qu'ils venaient chercher. Alors, je ne sais pas s'ils vont le dire ou pas, mais il y a des fois où tu crées une boîte, tu as des résultats, tu arrives à un plafond de verre en fait, parce que tu n'arrives pas à voir ou à définir ce qui cloche dans ton processus et tu viens chercher de l'aide. Bon, alors, effectivement, je ne remets pas en cause le fait que le pitch ait peut-être été mal fait, qu'il manquait d'éléments et de consistance, mais ils sont peut-être là aussi parce qu'ils viennent chercher l'idée qui va venir consolider ou faire passer leur société au step supérieur. Et très clairement, c'est pas aussi facile que ce que ça paraît, en tout cas, que d'arriver à faire évoluer une société comme celle-là, parce qu'il y a des difficultés qui s'ajoutent en plus des entreprises normales, qui sont bien évidemment le business en lui-même, qui est dans un domaine singulier, on l'aura compris. On continue. Bon, alors moi, je vais me jeter à l'eau. C'est pas un secteur que je connais du tout. Ça me concerne pas des masses, donc je suis pas. Moi, je vois là où vous voulez aller. Je pense que vous avez un bon début. Et franchement, la bonne idée, c'est que vous n'avez pas vraiment encore démarré. Donc, si j'avais un conseil, posez-vous 2 minutes. Repensez à la marque, repensez au produit, repensez à ce que vous voulez faire, repensez à la manière dont vous allez en parler, vendre votre histoire. Je ne suis pas certain que vous ayez encore bien digéré, intégré la bonne logique. Mais là, je pense que c'est un tout petit peu tôt encore. Okay. C'est pour cette raison, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Donc, Marc n'y va pas. Et ça ne me surprend pas, je pense que personne ne va y aller. Je te le dis direct, ça casse un peu le suspense, mais je vois mal qui que ce soit lever le portefeuille à ce stade. D'abord, il y a quelque chose qui est ultra intéressant. Je ne crois pas que ça nous soit jamais arrivé. C'est que là, on est sur un segment de marché qui est extrêmement rentable. Hein. La discussion sur la rentabilité n'a pas lieu. En fait, pour moi, il n'y a pas lieu de se demander s'il y a de l'argent à gagner ou pas dans ce domaine d'activité. Donc pour moi, la rentabilité, elle est là. Et là, il se produit une chose qu'on avait… J'ai pas souvenir qu'on l'avait déjà vu, mais je peux me tromper. Mais ce qui se passe, c'est que le pitch est raté. Au point où Marc leur dit « Revoyez votre copie. Vous êtes au bon moment finalement de votre investissement, de votre création, de votre lancement et de vos choix financiers. Mais vous devriez revoir votre manière de parler du produit, votre manière de présenter le produit parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. » Ce qui veut dire qu'il y a une chose importante que j'ai à te dire là maintenant tout de suite, même capitale, c'est que ta façon de communiquer autour de ton entreprise, aux gens que tu rencontres, la façon dont même pas tu vas vendre tes produits, mais dont tu vas en parler, elle a une importance capitale. Et moi, je pense que les détails, tous les détails comptent dans les démarches autour de nos sociétés. Et tu dois vraiment apporter un soin tout particulier et dans la façon dont tu abordes le sujet avec les gens que tu rencontres, mais aussi dans la façon dont tu communiques et dans les choix que tu vas faire. Alors, attention, hein, là, ici, on pourrait croire que je fais une critique, mais il y a un dernier point que je dois ajouter aux éléments que je suis en train de te donner, à savoir que entre ne plus communiquer ou ne pas communiquer du tout et communiquer maladroitement, il vaut mieux quand même communiquer maladroitement. Je veux dire que
On peut leur faire tous les reproches du monde qu'on veut. Ils sont quand même venus à l'émission Qui veut être mon associé. Ils ont quand même présenté un produit pas évident à présenter. Ils ont pris des railleries, ils ont pris des mots-de-cris, ils ont pris des scuds, ils ont pris des remarques peu délicates de tous les investisseurs. Moi, je ne pense pas que leur produit soit pourri. Je pense simplement que leur communication est hasardeuse et que c'est un sujet délicat. Au demeurant, je tiens à te le dire parce que je ne vais pas le répéter à chaque intervenant, bien que c'est possible que tu m'entendes le marmonner dans ma barbe. Il y a aussi le problème de la réputation et d'adosser son nom à ce type de produit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait qui que ce soit ici qui a envie de le faire, à part peut-être Anthony, mais ça, je peux me tromper. De toute façon, on va vite le savoir, puisque les autres maintenant vont nous dire si oui ou non ils investissent dans la start-up vibromassante. Moi, je comprends finalement la mission que vous voulez exprimer. Bon, elle est tout à fait légitime et noble, mais je n'arrive pas à être convaincu par la manière dont vous allez y arriver. Parce que est-ce que vous êtes finalement une entreprise qui veut vendre un lifestyle, une philosophie, ou alors une entreprise finalement de produits? Voilà, ça me paraît un petit peu confus, en tout cas de la manière dont c'est présenté, et c'est pour cette raison que je vais passer. Là, on n'a aucun argument. D'autant que Eric, par rapport aux arguments tout à l'heure de la production en série, a largement et les connaissances et le savoir-faire et la technicité pour apporter une réelle valeur ajoutée. Il va se cacher derrière le discours un peu flou de la société pour ne pas investir. Alors, j'ai peut-être ici un ton un petit peu inquisiteur vis-à-vis des choix de chacun des candidats. Mais je veux quand même qu'au demeurant, tu entendes que je comprends très bien. On est quand même face à une société qui affiche soi-disant 250 000 euros. Allez, je crois que c'est 230 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Sauf que sur les 230 000 euros, on s'est rendu compte qu'il y avait 200 000 euros de campagne Ulule. Donc, c'est pas du chiffre, même si c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du chiffre d'affaires. Enfin, mais c'est une méthode assez particulière de constitution du capital du chiffre d'affaires. Et il n'y a eu que 30 000 euros, ce qui est déjà quand même très bien. Ça fait 10 000 euros par mois en 3 mois. Mais indépendamment de ce chiffre qui est peu reluisant et de la du faible recul qu'on a sur la société, je trouve que les arguments ici apportés par Eric, qui aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, sont un peu faibles. Je trouve dommage très précisément que Eric n'ait pas critiqué ou en tout cas eu d'échanges sur l'innovation technologique du produit, comment pouvait être fait le côté amovible du sextoy dans la mesure où justement ce dernier, comment il s'use et comment il vit au niveau de la vieillesse, quels ont été les tests qui ont été faits dessus. Il y a tout un questionnement technique que Eric, en tout cas qui pour moi, il est le seul à pouvoir poser les questions et ces questions n'ont tout simplement pas eu lieu. Alors certes, j'ai aussi conscience, tu vois, de la gêne qu'il peut y avoir tout autour du produit. Et ça, on retrouve là encore la problématique de se confronter à des marchés qui ne sont pas, conventionnels ou qui nous mettent mal à l'aise. Mais au demeurant, un ingénieur qui est face à un ingénieur, je pense qu'il a soit des choses à dire techniques, soit des questions à poser et du coup des argumentaires à poser aussi ou à venir opposer à la personne qui a créé, qui est devant eux. La fille, je te le rappelle. Donc, je suis un peu déçu en fait de la réponse négative de Eric sans aucun argumentaire. Peut-être qu'il va y avoir un outsider sur le financement, mais j'y crois absolument pas. J'ai peut-être aussi une vision déformé du pitch qui vient d'être fait parce que moi, j'ai pas l'impression que le pitch a été mauvais tel qu'il est décrit par le jury. Et en même temps, le jury à l'unanimité, enfin pour l'instant on n'en a que 2, mais je m'attends à ce que tout le monde dise que le pitch est mauvais. Et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre. Soit le montage a été fait trop à leur avantage et du coup on passe à côté justement des ratés, soit il me manque des éléments, mais voilà, je trouve que les objections apportées sont un peu creuses, un peu vides. Et ma foi, pour un sujet qui est autant rentable, c'est quand même dommage. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans votre discours. La première, c'est que vous partez du principe que la sexualité est taboue et j'ai vraiment pas l'impression que la sexualité soit taboue. Il me semble que ça fait bien longtemps qu'elle ne l'est plus, justement. Après, vous avez choisi la marque puissante. Est-ce qu'il faut être puissante ou puissant pour être plus heureux dans sa vie? Je ne crois pas. Donc déjà, le mot que vous avez choisi, moi, il me choque. Parce que je pense que c'est tout l'inverse. Il faut chercher l'équilibre, il faut chercher la compréhension. Et je pense que la sexualité, c'est vraiment la rencontre. Et c'est après ce qu'on fait ensemble. Donc si vous voulez, j'ai aussi un problème avec votre concept.
Donc c'est la raison pour laquelle je vais passer. Très bien. Merci. Merci. Ah ben tiens, voilà, enfin, quelqu'un qui me donne des explications qui me conviennent. Je suis complètement d'accord avec Delphine. Je ne vois pas en quoi la sexualité en France est problématique. D'ailleurs, au contraire, je dirais même que chez nous, et je ne sais pas ce que tu en penses, on n'a aucun problème avec la sexualité. On en parle très librement, peut-être un peu trop d'ailleurs, on est décomplexé. Aujourd'hui, on arrive à des stades qui sont complètement ridicules, où on peut parler de tout, mais sans parler vraiment des choses, où il faut même créer des genres avec des mots et des machins. Enfin bref, ça me dépasse totalement, ça me gonfle d'ailleurs tellement tout ça c'est débile, mais bref, ça ne me concerne pas. Enfin, en tout cas, je n'applique rien de ces nouvelles règles qui sont mises en place tellement je les trouve idiotes. Et tant bien même quelqu'un me fait la remarque, je dis laisse-moi tranquille, chacun vit la vie qu'il a envie de vivre. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec elle, c'est-à-dire que le postulat de la marque ici, c'est de dire, en gros, la sexualité est tabou, on en viendra tous à bout. Sauf que, comme le dit Delphine, la sexualité, c'est pas tabou. Et comment on fait dans ces cas-là? Puisque si votre vérité n'est pas ma vérité, on a un problème pour s'accorder sur comment on va faire. Et elle rétorque d'un revers encore plus beau quand elle dit, eh bien, pour moi, la sexualité, c'est une question d'équilibre et non de puissance. Bon, après ça, c'est une grande discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures. Et là aussi, tu te rends compte que ça touche à l'intimité de chacun et que du coup, trouver un consensus, quand on parle de l'intimité de personnes qui ne nous regardent pas, ça me paraît difficile. Mais bon, ne nous égarons pas, revenons à nos moutons. Bref, ici, la problématique principale, c'est effectivement le message qui ne qui ne trouve pas écho auprès de l'investisseur Delphine. Et je suis d'accord avec elle. Là, par contre, et c'est un message que je t'envoie, tu n'investis pas dans quelque chose avec laquelle tu es en désaccord ou en dissonance. Ce qui est le cas ici. Comment veux-tu que ça fonctionne si dès le départ, les ententes ne s'accordent pas? Ce n'est pas problématique. Donc effectivement, elle a bien raison et présenté comme c'est présenté là, c'est bien argumenté, il n'y a rien à redire. Et d'ailleurs, il y a tellement rien à redire que quand quelqu'un te parle comme Delphine vient de te parler, ça remet en cause tout le modèle de l'entreprise. Je dis ça, je dis rien. Bon, bah, c'est à moi de parler. Moi, je trouve l'objet très ergonomique, joli. Après, il faut le tester, hein, j'ai envie de dire. Bah écoute, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, quoi. Ah, merci, Marc. C'est vrai que ça se démocratise et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus désinhibé dans le fait de parler de ça. Pour les femmes, j'entends de sa sexualité, du fait de la masturbation féminine. Bon, après, moi, les objets, c'est un peu toujours les mêmes, qui sont un peu cheap, qui sont un peu ordinaires, qui sont un peu... et puis pas très agréables. Mhm. J'aime bien l'idée. Ce qu'il veut dire. Non, mais on aime tous l'idée, hein, ces rapports à l'argent, c'est compliqué. Je sais pas, il faut que je réfléchisse là un petit peu. Si vous pouvez me laisser un petit peu de temps. Ah, intéressant. Là, on a quelqu'un qui se pose des questions. Hein. Allez, on va écouter Anthony parce qu'il va prendre la relève et puis on analyse tout ça. Moi, je vais vous donner mon avis en attendant. Ouais, vas-y. C'était intéressant d'entendre les femmes du jury parler. Je trouve que vous êtes très courageuse. Ça, c'est vrai. C'est un sujet très compliqué à aborder, on le voit. Hein. Et tout le monde a un avis. C'est ce qui vous permettra aussi de créer de l'attraction, du débat. Donc, quelque part, c'est positif. Je pense que la sextech, c'est un milieu qui est en train d'exploser. Parce que ce qui s'est passé en France, c'est que les seuls investisseurs, c'était, je les citerai pas, mais des producteurs du porno qui investissaient dans les startups. Et donc, de suite, ça donnait une connotation un peu sale, un peu industrie du X. Puissante, je trouve le nom intéressant. C'est pas le produit qui est puissant, mais c'est la femme qui le devient grâce à son épanouissement personnel. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Pour autant, vous avez vraiment manqué votre moment de grâce. Et c'est dommage. Et même, tu vois, tu as les bras croisés, vous êtes un peu dans la retenue. Ouais. Vous n'avez pas été au bout de votre message parce que dès le début, vous êtes fait un peu sécher. Et c'est vrai qu'on a rigolé et ça vous a un peu cassé dans votre lancée. Et vous auriez pu connaître quasiment un orgasme télévisuel. Oh là, et vous avez loupé ce moment. Vous êtes parti sur le produit alors qu'en réalité, on s'en fout. C'est pas le plus important. Vous auriez dû partir de la promesse, mission et descendre. Et là, vous auriez pu saisir l'auditoire. Mais je vous invite à rebosser votre modèle. Je pense que vous n'êtes pas loin. Et revenez nous voir ou reparlez-nous dans quelques mois quand vous aurez fait ce switch. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes en train de le faire, c'est difficile de se positionner si on n'a pas des premiers chiffres de traction, si on n'a pas une communauté qui est abonnée, si on n'a pas une preuve de concept.
Donc pour ces raisons, je vais passer, mais je crois dans votre mission et ne baissez pas les bras. Top. Merci. Merci beaucoup. Définitivement, il m'aura fallu faire cette émission pour me réconcilier avec Anthony. C'est un truc de fou, plus je le découvre et plus je l'apprécie. Je ne partage pas la totalité de son analyse par contre. Là où je trouve que ce n'est pas pertinent, il a dit que des choses très intéressantes, mais là où ce n'est pas pertinent, c'est que précisément parce que c'est brouillon et mal fait, que c'est le moment de rentrer. Et c'est précisément ceux qui sont venus chercher, paradoxalement, tu vas me répondre que comme ça a été brouillon et mal fait, ils vont, ils ne peuvent pas réussir à lever des fonds, ce qui est aussi un petit peu la contre-argumentaire de ce que je suis en train de te dire. Seulement, moi je voudrais te dire qu'à des moments dans ta vie, tu ne sais pas où tu en es, comme le dit Anthony, tu es à un doigt, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, d'arriver au résultat, tu as besoin d'un coup de pouce et je pense que c'est ce qu'ils sont venus chercher ici. Malheureusement, comme l'a dit Anthony, ils n'ont pas su trouver d'écho parce que le pitch a été mal fait, parce que beaucoup de choses ont été mal faites. Moi je suis un peu, déçu parce qu'effectivement, on est face à un produit qui ne peut que marcher. Mais par contre, voilà, j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment ils sont passés à côté comme ça de leur pitch. Mais ça te montre que la façon dont tu parles de ton produit, de ton offre, de ton service, elle a un énorme impact sur beaucoup plus de choses que ce que tu ne l'imagines. Ensuite, il y a aussi autre chose que je veux dire que vient de dire Anthony qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, le milieu du sextoy est cannibalisé par le porno et les producteurs porno qui ont mis de l'argent dedans et qui ont pris des parts de marché dominantes. Mais ça ne veut pas dire que déjà, c'est un marché qui est fermé et deux, ça ne veut pas dire que leur idée ne va pas fonctionner ou que ce n'est pas un endroit dans lequel tu peux t'engager. Après, tu ne m'enlèveras pas de l'idée qu'aujourd'hui, pour des investisseurs comme eux, associer leur nom à un projet comme celui-là, il fallait absolument que le projet soit présenté d'une manière presque qui élude un petit peu le côté sexuel de la chose. Ou alors avec une mission forte qui écrase complètement le reste au point où les investisseurs veulent en être parce qu'ils perçoivent par-delà la connotation sexuelle, l'intérêt général de la chose. Bref, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Anthony au demeurant. Je pense que comme il l'a dit, ils ont quand même dans les mains un projet plus que viable et que c'est une société qui mérite d'être suivie dans le sens où je pense qu'ils vont avoir malgré tout une belle ascension et une belle progression avec leurs produits. Donc Sophie, Moi, je suis un peu, perturbée parce que j'adore votre projet, mais c'est pas mon métier, c'est pas un créneau que je connais fondamentalement, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel. Je vais pas y aller. Ça marche. Okay. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses et une longue route, et c'est bien ce que vous faites pour nous toutes. Hein. Et puis on va pas se gêner pour l'essayer. Aussi, hein, pour nous tous, pendant ce temps, c'est important que l'homme. On va pas se gêner, c'est avant tout pour nous, déjà les femmes. On va le tester et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. J'arrête ici, il y a encore une partie qui je pense va être intéressante, le débrief entre les investisseurs. Ce qui m'intéresse vraiment avec Sophie ici, c'est ce qu'on a entendu et ce à quoi je veux que tu réfléchisses. Sophie, elle est très intuitive, on l'a vu dans la précédente émission, elle fonctionne à l'intuition, ce qui est quelque chose que je trouve exceptionnel même à ce niveau-là. Parce que quand tu es capable de suivre ton intuition, tu peux gagner énormément d'argent, plus d'argent que la moyenne. Son intuition lui dit fortement vas-y, 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 vas-y. Et ce qui l'empêche d'y aller, ce sont ses compétences. Et c'est tout à son honneur parce qu'elle a, imagine, devant elle, dans chacune de ses mains, un poids. Donc le poids de son intuition qui lui dit le produit est top, vas-y, fonce, fonce, fonce. Et l'autre main qui tient le poids de ses compétences qui lui dit mais on va y aller, mais on va faire quoi? Puisqu'on ne sait pas quoi faire en fait. On ne connaît pas le métier, on n'a aucune compétence à apporter à part de l'argent. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est joué dans ce pitch qu'on vient d'écouter? Il s'est joué finalement qu'on a devant nous, rappelle-toi, 5 investisseurs qui, à voix haute, donnent leurs avis et les mots qui ont été prononcés influencent, qu'on le veuille ou non, chacune des personnes qui sont présentes dans la pièce, y compris toi qui es en train d'écouter. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, même si ces 5 personnes qui sont devant toi, elles étaient toutes les 5 pauvres, elles te sont présentées par la télévision comme étant riches, comme ayant de l'argent, etc. Donc du coup, inconsciemment, tu leur accordes un crédit et inconsciemment, leur avis influence tes choix.
Et ici, c'est illusoire de croire que Sophie ne prend pas en considération les avis qui ont été énumérés auparavant et qu'elle ne mesure pas, en plus avec son expérience, le travail et l'implication que nécessite une telle société, tout en évaluant, auto-évaluant d'ailleurs ses propres compétences et en jaugeant le fait que, malheureusement, elle est bonne dans la fringue, la friperie, etc. Mais là, le sex toys, ça n'a strictement rien à voir avec son domaine de compétences. En dehors du fait qu'elle est capable de monter une grosse entreprise et de la structurer, qu'est-ce qu'elle va apporter à part ça? Et ça n'est pas le principal besoin à ce stade des deux jeunes personnes qui se dressent devant eux et qui ont des besoins immédiats bien en ingénierie, en négociation de gros sur de la fabrication française, en amélioration de produits, en marketing, etc. etc. En marketing, je pense qu'elle a les compétences, mais indépendamment de ça, tu ne vends pas des produits sexuels comme tu vends des fringues. Donc, c'est facile de voir que là, on se retrouve heurté à une problématique que tous les investisseurs rencontrent une fois dans leur vie, c'est-à-dire, je suis face à une excellente affaire, mais est-ce que je suis en capacité à l'instant présent de la faire? Et quand je dis en capacité, ce n'est pas en capacité financière. Je vais reformuler une deuxième fois pour qu'on soit bien d'accord. J'ai l'argent, je peux acheter, mais est-ce que je dois acheter? Est-ce que si j'achète ça, je vais réellement gagner de l'argent? C'est une question que beaucoup d'investisseurs ne se posent pas suffisamment. Parce que les investisseurs ont tendance à se focaliser sur les gains et à omettre tout un tas d'éléments annexes qui viennent justement perturber les gains potentiels. Et là, Sophie, elle fait le choix qu'elle doit faire. C'est-à-dire que oui, elle a le potentiel, oui, elle a l'argent, oui, elle a tous les feux qui sont au vert. En dehors du principal, c'est qu'est-ce que moi j'apporte dans l'histoire? Rien. Il n'y a même pas, comme le dit des fois Eric, de négociation à faire, puisque là, ce n'est pas un problème de négociation, c'est un problème de compétences effectives à l'instant T. Si elle avait eu d'autres compétences acquises par d'autres expériences à ce moment-là, elle aurait peut-être pu dire oui, sauf qu'elle ne les a pas. Et donc ça, c'est des questions que tu dois être en mesure de te poser. Parfois dans ta vie, il va y avoir des excellentes affaires et ton rôle, ça sera de ne pas les faire. Je ne sais pas si tu imagines ce que je suis en train de te dire, c'est chaud. Hein. Donc voilà, réalise bien, ce n'est pas aussi simple l'investissement que ce que ça paraît et on est en train de le vivre en direct live. C'est dur, hein. C'est un sujet qui est compliqué. Oui, c'est compliqué. Pourquoi c'est Moi, je trouve pas que ce soit un sujet parce que compliqué. regarde, tout le monde se marre. Vous avez piqué un fou rire, mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je vous fais un feedback demain. On y compte bien. On l'a pas exprimé. Trop chier que ce soit à cause de ça, tu vois. C'est un peu décevant d'arriver avec un beau projet. J'ai mis toutes mes tripes dedans, ça fait 18 mois que je bosse dessus, que je me paye pas, que voilà. Et c'est sûr que ça fait un peu mal quand ça se passe pas comme on l'aurait voulu. Après, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur et ça se passe pas toujours comme on veut et c'est ça qui est chouette aussi. Le chemin d'un entrepreneur est parfois difficile. Fait de hauts et de bas, de succès et d'erreurs, mais avant tout de résilience pour continuer à avancer coûte que coûte. Nul doute que Marie et Enguerrand sauront à terme tirer profit de cette expérience. Bon il m'aura fallu attendre la fin de l'émission pour bien rentrer leur nom dans ma tête. Marie et Enguerrand. Ouais. Bon, c'est pas des noms très simples à retenir, tu m'en voudras pas. Enfin, si pour Marie ça va, mais Enguerrand c'est pas courant. Bref, c'est pas une critique du tout, au contraire. Alors, ce que j'aime dans la fin pour la partie investisseur et pour la partie commentaire des entrepreneurs, c'est bien évidemment que côté investisseur, comme ils l'ont dit en fait, ils sont fautifs dans la situation qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait une connotation peu sérieuse, d'autant et dû au fait qu'il y ait des hommes dans l'assemblée. Certains que vendre un vibromasseur à des mecs, c'est un peu plus compliqué, hein, tu vois. Donc ça, c'est certain, pour commencer. Et cette connotation drôle, amusante, elle a déteint sur tout le pitch et elle n'a pas remis le cran, enfin la couche de sérieux qu'il méritait d'avoir. Là où je trouve qu'il y a un manque d'honnêteté vis-à-vis du jury, c'est qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de la situation, puisqu'il l'a dit lui-même, ils ont rigolé dès le début avant même qu'il soit là. Donc, c'est quand même pas leur faute non plus. Je parle aux entrepreneurs, si leur pitch a été mauvais, puisque avant même que les gens arrivent, tu commences à rire. Non seulement c'est pas très poli, mais ça ne met pas les gens en confiance. D'ailleurs, tu l'as peut-être vu à l'image ou pas, mais je te le dis, c'est vrai que tout le long, comme l'a dit Anthony tout à l'heure, ils avaient les bras croisés, mais c'est parce qu'en fait, ils étaient stressés. Vous voyez bien qu'il y avait, côté jury, un détachement général qui s'était mis en place.
Et en fait, ça a complètement tué le truc. Dans un cas comme celui-là, je veux quand même te le dire, ça peut t'arriver. Hein, tu peux demain arriver à un rendez-vous bancaire pour soutenir un de tes projets et pour diverses raisons, tu ressens que le rendez-vous se passe mal. Généralement, quand ça commence mal, ça finit mal. Je vais te donner le meilleur conseil de ta vie. Lève-toi et demande à arrêter le rendez-vous. Tu dis, écoutez, je ne me sens pas bien, je ne sens pas une bonne ambiance dans la pièce. Peu importe la raison d'ailleurs que tu invoqueras. Je ne vais pas te dire ce que moi je dirais, ce n'est pas grave en soi. Mais tu invoques la raison que tu veux, tu arrêtes le rendez-vous, tu te lèves, tu pars et tu reprends rendez-vous. Enfin, tu te lèves, tu reprends rendez-vous et tu pars. Parce que ça ne sert à rien, dans un cas comme celui-là, de s'acharner alors que ni l'audience n'est réceptive, ni l'audience n'est dans un, comment je dirais, j'allais dire contexte, mais ce n'est pas le terme, dans une disposition générale à écouter et à entendre ce que tu es en train de leur dire. Donc à quoi ça sert de parler à quelqu'un qui ne t'écoute pas? À rien. Dans ces cas-là, tu arrêtes et tu reportes le rendez-vous. En plus, ça va capter leur attention, ça va les intriguer, ça va tout de suite changer le ton de l'entretien et ça mettra plus de pression de leur côté à eux lors du prochain rendez-vous. Je t'assure que le conseil que je suis en train de te donner, il est basique, mais il est redoutable. Donc mets-le dans un coin de ta tête et garde-le pour la suite. Pour finir, ce qui me dérange dans ces émissions, et je suis en train de m'en rendre compte là, c'est que tu vois, on a Marie qui pleure à la fin, parce que bon, bien évidemment, je peux comprendre sa déception et je la partage, mais je veux que tu entendes quelque chose, c'est que les levées de fonds ne doivent en rien conditionner et ou être des instants charniers de ta progression. C'est-à-dire qu'une levée de fonds, qu'elle soit d'ailleurs faite auprès d'investisseurs, auprès d'établissements bancaires et ou de, comment on appelle, d'organismes tiers type tu sais, les organismes d'État qui te financent. Bon bref, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais tu m'as compris. Tous ces passages-là, ça ne doit pas être des enjeux pour ta vie et la vie de ton entreprise. Ici, ce qui me dérange, et je le ressens que maintenant, mais je pense que c'était aussi en filigrane depuis le début, c'est que Marie et Enguerrand ont joué leur vie sur cette levée de fonds. Pour qu'elle pleure et qu'elle soit effondrée à ce point-là, il y avait un énorme enjeu autour de la levée de fonds. Ce que je comprends encore une fois. Mais ça ne doit pas être un kit ou double ou un conditionnement de vie ou de mort sur ta boîte ou un besoin important pour toi. Ça doit être quelque chose qui arrive en plus et que si c'est là, eh ben, tant mieux. Mais si ce n'est pas là, la vie continue. Parce que s'il y a autant d'enjeux autour d'une levée de fonds, ça veut dire que déjà, il y a un problème dans ton entreprise et ça veut dire aussi ensuite que tu comptes là-dessus pour te développer alors que ce n'est pas le cas. La levée de fonds, elle doit juste accentuer un processus qui est déjà en marche. Alors, je sais que ce que je suis en train de dire est difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un changement de vie après les levées de fonds et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, je t'assure que c'est moi qui ai raison. Et que, encore une fois, l'argent vient à ceux qui ne s'y attendent pas à ceux qui l'attendent et qui lui courent après. Tu comprends? Donc, ça me dérange un peu parce que ça donne une connotation très importante à un processus qui ne l'est pas. Garde bien en tête que les levées de fonds, les crédits, tout ce truc sur lequel on met tous beaucoup d'enjeux, moi y compris, n'est pourtant pas la chose la plus importante. Quand ton organisation, tes investissements, ton entreprise, bref, ce que tu gères fonctionne correctement, le crédit te permet simplement de passer à l'étape d'après, mais l'étape à laquelle tu te trouves doit être viable et correcte. Si ce n'est pas le cas, ben ça veut dire que tu as un problème. Reprends ton travail, retrousse tes manches et recommence ce que tu as déjà fait parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si à l'inverse, ben, le crédit n'est pas un enjeu, tu l'as tant mieux, tu l'as pas tant pis, ben, c'est parfait, change rien, continue dans l'axe dans lequel tu te trouves, tu es sur la bonne voie pour tout exploser à moyen ou long terme, voire même court terme. Donc voilà, c'est vraiment important de l'entendre. C'est vrai que depuis que je couvre ces émissions, on voit bien que la plupart des gens jouent leur vie sur ces levées de fonds, alors qu'en réalité, ces levées de fonds ne sont pas du tout des enjeux pour les entrepreneurs. C'est quelque chose d'anecdotique qui doit arriver tôt ou tard. Et quand ça arrive, et si ça arrive, ça veut simplement dire que c'est le moment auquel ça devait arriver. Si ce n'est pas arrivé avant, ça veut dire que ce n'était pas le moment, mais que tu n'en avais pas besoin avant. Et quand c'est arrivé au moment où c'est arrivé, ça veut dire que c'était le moment où tu en avais le plus besoin. Et c'est là où tu passes éventuellement un cap ou pas. Parce qu'il faut savoir aussi, et je dois quand même te le dire, qu'une levée de fonds ne te fait pas passer un cap forcément que positif. Une levée de fonds, elle ne va faire qu'accentuer le processus dans lequel tu es. Ça veut dire que si ta boîte va mal et que tu lèves de l'argent, ben devine quoi, tout va aller de plus en plus mal et beaucoup plus vite parce que tu as plus d'argent, donc tu vas plus vite en perdre beaucoup et tu vas tout ratiboiser très rapidement. Et si tout va très bien, ça va aller que excellemment bien
après la levée de fonds. C'est tout. Donc ne rêve pas. Et enfin, pour finir et conclure cet épisode, quand tu es dans des sujets délicats comme les sextoys, la sexualité et tous ces sujets particuliers qui ne sont pas aimés des banques et qui sont spécifiques quand on en parle, quand on fait des pitchs, travaille bien ton pitch. Vois des gens spécialisés dans le domaine. Prépare-le, retravaille-le, présente-le à plusieurs personnes jusqu'à ce que ce soit parfait. Plus tu es dans un domaine difficile, moins tu as droit à l'erreur. Et quand tu n'as pas droit à l'erreur, tu te prépares 10 fois plus que tous les autres. C'est comme ça. Je te remercie d'avoir écouté cette émission. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux récupérer mes bouquins, si tu veux te former avec moi dans l'onglet formation, il y a mes formations, enfin il n'y en a que 2, 1 million et 10 millions. Dans l'onglet livres, il y a mes livres et je t'offre aussi les 100 pages de mon livre. Et sinon, je te dis à très bientôt.